Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe lorsque la célébrité de l'enfance disparaît? Dans les années 1930 et 40, Hollywood transformait les garçons et les filles en grands noms. Bobby Driscoll a prêté sa voix à Peter Pan, Jackie Coogan a joué aux côtés de Charlie Chaplin, pour ensuite les écarter une fois leurs contrats expirés. À l'âge de 31 ans, Driscoll vivait dans les rues de New York. Coogan découvrit que sa famille avait dépensé sa fortune de 4,5 millions de dollars. Ces 20 histoires de dépendance, de ruines financières et de batailles juridiques révèlent peut-être le prix caché de la célébrité précoce. Bobby Driscoll. À 13 ans, la voix de Bobby Driscoll s'envolait des haut-parleurs des cinémas, insufflant la vie à Peter Pan de Disney et lui valant un Oscar Junior. Né dans l'Ohio en 1937, Driscoll a été repéré par des agents de Disney dans un théâtre local et est rapidement devenu le chouchou du studio. Il est apparu dans Mélodie du Sud en 1946 et L'île au trésor en 1950, sa sincérité aux yeux de biche captivant les publics à travers le pays. Sous contrat, Driscoll vivait dans le cocon protecteur du système de studio Disney, où les jeunes stars étaient souvent protégées des pièges de la célébrité jusqu'à l'expiration de leur contrat. À partir du milieu des années 1950, le filet de sécurité des studios de Driscoll avait disparu. Incapable de se reconvertir en rôle d'adulte et rejeté par d'autres studios en raison de son typecasting, il s'est retrouvé dans des westerns à petit budget et des petits rôles non crédités. Une mauvaise gestion financière, aggravée par l'absence de droits résiduels, l'a laissé à peine subsister. Sa descente aux enfers s'est accélérée avec l'expérimentation de la drogue et de l'alcool. À la fin des années 1960, Driscoll vivait dans les rues de New York. Ses traits, autrefois célèbres, étaient émaciés et méconnaissables. En mars 1968, à seulement 31 ans, Bobby Driscoll a été retrouvé mort dans un bâtiment abandonné. La cause officielle était une insuffisance cardiaque, probablement aggravée par la toxicomanie et la malnutrition. Il a été enterré dans une tombe sans nom. Son lieu de repos final, un contraste frappant avec le faste qui accompagnait ses débuts. Scotty Beckett. Un talent précoce à 6 ans, Scotty Beckett a séduit le public en tant qu'acolyte espiègle dans les comédies Our Gang avant de décrocher une nomination aux Golden Globes pour Country Girl en 1954. Né en 1929 à Oakland, en Californie, la carrière de Beckett semblait promise à la longévité. À l'adolescence, il avait travaillé aux côtés de Judy Garland et Orson Welles. Pourtant, les pièges de la célébrité sont arrivés avant qu'il ne soit prêt à les gérer. L'adolescent Beckett était agacé par la discipline des studios. Alors que les rôles se faisaient rares, il se tourna vers la petite délinquance et la toxicomanie. Des arrestations pour conduite en état d'ivresse et vagabondage marquèrent sa fin d'adolescence, chaque incident étant rapporté dans les journaux locaux comme une autre étoile déchue. Désespéré de trouver du travail, il accepta des emplois subalternes, barman, préposé au stationnement, sans jamais vraiment se défaire de l'étiquette d'enfant star qui le hantait. Le 10 mai 1968, Beckett a été découvert mort dans une pension minable à Burbank. Le coroner a cité un empoisonnement aigu à l'éthanol, mais des murmures de jeu déloyal persistaient parmi de vieux amis. Sa vie, autrefois documentée dans des magazines de fans, s'est terminée sans cérémonie ni reconnaissance publique. Son sourire prometteur, immortalisé sur celluloïd, trahit une vie qui se défait dans l'ombre de la célébrité. Carl Alfalfa Switzer. La vie hors écran de Carl Switzer ne ressemblait guère à celle du garçon insouciant qui touchait le cœur du public en tant qu'alfalfa dans notre gang. Né en 1927 à Paris, dans l'Illinois, il s'est fait connaître pour sa mèche rebelle et son falsetto croon, apparaissant dans plus de 80 courts-métrages entre 1935 et 1940. Cependant, la date d'expiration du système de studio est arrivée plus tôt. Déjà adolescent, l'attrait d'Alfalfa s'était estompé. Luttant pour trouver des rôles d'adultes, Switzer a jonglé entre divers petits boulots, promoteur de lutte, guide de chasse, artiste de cabaret. Les soucis financiers s'accumulaient, menant à des disputes avec des amis à propos de dettes impayées. Le 21 janvier 1959, une dispute au sujet d'un chien de chasse dans une région rurale de Californie a tourné au tragique. Switzer a été abattu et tué par le propriétaire du chien, un cas officiellement classé comme homicide justifiable, mais obscurci par des témoignages contradictoires. Le rapport du coroner et les articles de presse ultérieurs ont offert peu de réponses. Certains récits ont suggéré que Switzer avait sorti sa propre arme. D'autres ont insisté qu'il était désarmé. Quoi qu'il en soit, le garçon qui faisait rire des millions est mort pour une misère. Au final, les rires qu'il provoquait autrefois ont cédé la place aux coups de feu, laissant derrière lui un héritage aussi complexe que les noms de scène qu'il portait. Frankie Darro. Frankie Darro a sprinté dans les bidonvilles de New York devant la caméra. Mais hors caméra, il courait contre un autre adversaire, l'alcool qui menaçait de le consumer.
Né en 1917 à Chicago, Darrow commence à jouer à l'âge de 6 ans et a joué dans des films d'aventure comme The Bowery en 1933 et Wild Boys of the Road en 1933. Son athlétisme a conduit à des travaux de cascade dans des productions de grands studios tout au long des années 1940. À mi-carrière, la consommation d'alcool de Darrow a augmenté, affectant à la fois sa santé et sa fiabilité sur le plateau. Les rôles ont diminué à mesure que les studios le qualifiaient de non assurable. Les dépôts de bilan du début des années 1950 ont révélé des dettes s'accumulant sur fond de bagarres de bar et d'arrestations pour conduite en état d'ivresse. Privé de travail stable, il s'est tourné vers la conduite de taxi et les reprises théâtrales dans les petites villes pour joindre les deux bouts. Lorsque Darrow est mort d'un cancer en novembre 1976, il était presque sans le sou. Les nécrologies ont noté sa promesse initiale, mais ont passé sous silence ces dernières décennies dans l'obscurité. Ted Donaldson. Au plus fort de la Seconde Guerre mondiale, Ted Donaldson, âgé de 12 ans, incarnait le garçon américain par excellence, jouant le rôle de Bud dans la série radiophonique The Adventures of Ozzie and Harriet, avant de reprendre le rôle à la télévision. Né en 1933 à Brooklyn, New York, le ton enjoué et la chaleur à l'écran de Donaldson en ont fait un favori parmi le public de guerre à la recherche d'un soulagement léger. Sous contrat avec RKO, il est apparu dans des films comme Monsieur District Attorney en 1941 et Un arbre pousse à Brooklyn en 1945, équilibrant les études et une carrière d'acteur en plein essor. À mesure que la télévision remplaçait la radio et que les rôles au cinéma diminuaient, Donaldson a eu du mal à se défaire de son image de garçon d'à côté. Les directeurs de casting ne voyaient que le jeune homme qu'ils avaient connu des années auparavant, et les opportunités ont disparu. À la fin de son adolescence, il avait complètement quitté le monde du spectacle, échangeant les scripts pour un travail stable derrière l'objectif d'une caméra en tant qu'assistant de production. Bien qu'il ait trouvé un succès modeste dans ce nouveau domaine, le passage brutal de l'adoration du public à l'anonymat pesait lourdement sur lui. Des problèmes de santé mentale ont émergé dans les années 1960 lorsque Donaldson a commencé à souffrir d'une anxiété sévère et de dépression. Des amis se souviennent d'épisodes de profond retrait au cours desquels il disparaissait pendant des jours, pour réapparaître dans des hôtels de passage ou des terminaux de bus. Le jeune acteur qui arpentait autrefois les studios animés errait désormais dans les rues anonymes de la ville, serrant un sac de voyage usé et des souvenirs de jours meilleurs. À la fin des années 1970, Donaldson s'était stabilisé dans une petite communauté du New Jersey, travaillant occasionnellement sur des projets de caméra et faisant du bénévolat dans un centre pour jeunes local. Pourtant, il n'a jamais retrouvé les feux de la rampe, sa voix étant à jamais liée à une époque révolue de divertissement sain. Marcia May Jones. Avant le grondement des clubs de jazz et l'avènement du sonore, une enfant de 6 ans nommée Marcia May Jones enchantait les spectateurs dans les aventures de Kathleen en 1913, son talent précoce promettant un avenir brillant. Née en 1907 à Los Angeles, elle est passée sans effort au film parlant, apparaissant plus tard dans Queen High en 1930 et partageant la vedette avec Shirley Temple dans Stand Up and Cheer en 1934. Pourtant, derrière ces performances pleines de vie se cachaient des tensions croissantes alors que les studios modifiaient leurs priorités et que de nouvelles stars émergeaient. Malgré un travail régulier dans les années 1930, Jones a vu ses rôles diminuer à mesure qu'elle approchait de l'âge adulte. Enfermée dans des rôles de jeune fille vive, elle a eu du mal à obtenir des rôles plus mûrs. La mauvaise gestion financière par les comptables des studios l'a laissée sans économie et elle s'est retrouvée accablée de dettes dues à des investissements ratés conseillés par des conseillers bien intentionnés. Dans les années 1950, Marcia May Jones avait quitté Hollywood, déménageant dans une petite ville en Arizona pour échapper aux pressions de la célébrité. Des rapports des journaux locaux décrivent son implication dans le théâtre communautaire et les réunions de PTA, une tentative de retrouver la normalité. Cependant, son départ de l'industrie cinématographique a eu un coût. Sans plan de retraite ni revenus résiduels, elle a dû faire face à des factures médicales croissantes et a eu du mal à payer même les soins de base. Dans ces dernières années, Jones a lutté contre la dépression chronique et l'anxiété, aggravée par l'instabilité financière. Elle a pris des petits boulots, caissière de cafétéria, assistante de bibliothèque, trouvant du réconfort dans la routine plutôt que sous les projecteurs. Lorsqu'elle est décédée en 1992, les nécrologies l'ont rappelée comme une ancienne enfant star, mais ont passé sous silence les difficultés qu'elle avait endurées. Corliss Palmer. Les traits de porcelaine et le flair dramatique de Corliss Palmer ont fait d'elle une sensation dans The Perils of Pauline en 1914, lui valant le titre de Hit Girl dans les magazines de fans de l'époque. Née en 1899 à Pittsburgh, Palmer fut propulsée vers la célébrité durant son adolescence, apparaissant dans des photoplays et profitant de somptueuses vacances sponsorisées par les studios. Mais le scintillement de la célébrité précoce masquait de profondes vulnérabilités financières. Les studios revendiquaient la propriété de ses gains et elle recevait une maigre compensation au-delà de modestes salaires hebdomadaires. Alors que l'ère du muet déclinait, Palmer se retrouva à la dérive. Un mariage raté avec un magnate de la presse s'est terminé par un pas.
l'animosité publique et les batailles juridiques sur la pension alimentaire. Les documents de la Cour des années 1920 révèlent un contentieux étendu qui a épuisé ses ressources limitées. Au moment où le cinéma parlant s'est imposé, elle avait peu à offrir aux goûts évolutifs d'Hollywood et peu de contacts à utiliser. Palmer s'est retiré dans la campagne de la Pennsylvanie, achetant une petite ferme avec des économies qui s'amenuisaient à cause des frais juridiques et des dépenses courantes. Les récits locaux la décrivent donnant des cours de théâtre aux enfants du quartier et organisant des projections de films improvisés dans son salon. Pourtant, ses activités communautaires ne lui apportaient ni stabilité financière, ni la reconnaissance qu'elle avait autrefois. Dans les années 1940, Corliss Palmer a succombé à une maladie chronique et à la pauvreté, dépendant de parents éloignés pour subvenir à ses besoins. Lorsqu'elle est décédée en 1952, les journaux n'ont publié que de brèves notices de décès, omettant la carrière lumineuse qui avait autrefois captivé le public. Edith Fellows. Un an plus jeune que Corliss Palmer, Edith Fellows a captivé les spectateurs de films muets avec sa performance énergique dans The Perils of Pauline en 1914, puis a été la vedette de sa propre série de courts-métrages Paramount. Née en 1908 à Minneapolis, elle a été propulsée sous les projecteurs à l'âge de 5 ans, son charisme naturel lui valant le statut de tête d'enfant à l'âge de 7 ans. Pourtant, sous le regard de la caméra, se trouvaient des dynamiques familiales, tumultueuses. L'ambition incessante de sa mère et l'absence de son père ont favorisé une instabilité émotionnelle précoce. La carrière de Fellows a prospéré à la fin de son adolescence, mais les réorganisations de studios dans les années 1920 ont entraîné la résiliation inattendue de son contrat. Sans le soutien d'un grand studio, elle a fait face à des problèmes juridiques concernant des dettes impayées envers des coachs d'acteurs et des fournisseurs de costumes. Les dépôts de bilan de 1927 détaillent les créances des créanciers, obligeant Fellows à vendre des souvenirs personnels et des costumes de scène pour couvrir les coûts. Elle refait surface dans les années 1930 en tant qu'artiste de vaudeville, parcourant le circuit Cheatline et se produisant dans de petits théâtres à travers le Midwest. Bien que les projecteurs soient restés, les gains étaient maigres et irréguliers. Dans les années 1940, Fellows s'était installé à Chicago, travaillant comme dactylo et professeur de théâtre à temps partiel. Ses retrouvailles occasionnelles, avec d'anciens partenaires de scène, lui rappelaient avec amertume les jours où son nom attirait les foules. Lorsque Edith Fellows est décédée en 1995, elle a laissé derrière elle un album de coupures de presse décolorées et de photographies jaunies, témoignage d'une carrière qui a commencé sous le soleil du cinéma muet et s'est terminée dans le bourdonnement discret de la vie de bureau. Ronald Sinclair. Les années 1930 ont vu Ronald Sinclair ravir le public en tant que jeune star espiègle dans The Little Rascals, mais derrière le sourire se cachait une lutte que peu de gens documentaient à l'époque. Né Richard Arthur Sinclair à Dundee, en Nouvelle-Zélande, en 1924, il a déménagé à Hollywood à l'âge de 6 ans et a rapidement obtenu de petits rôles dans les comédies de Hal Roach. Son charme espiègle et son sens du timing naturel l'ont conduit à des rôles secondaires aux côtés de Laurel et Hardy dans Babes in Toyland en 1934 et Way Out West en 1937. Sous contrat avec MGM à l'âge de 10 ans, Sinclair bénéficia d'un flux constant de travail cinématographique, bien que la publicité du studio ait passé sous silence les longues heures qu'il endurait sur le plateau. En arrivant à l'adolescence, il fut confronté aux stéréotypes. Les directeurs de casting ne voyaient que le garçon angélique dont il se souvenait, et les rôles adultes se montrèrent insaisissables. À la fin de son adolescence, Sinclair s'engagea dans l'aviation royale canadienne dans l'espoir de se forger une nouvelle identité. Le service pendant la guerre l'a tenu éloigné d'Hollywood pendant 4 ans, et à son retour, il a constaté que l'industrie avait évolué. Sans redevance ni plan de retraite, il faisait face à une incertitude financière. Au début des années 1950, Sinclair s'était réinventé derrière la caméra, travaillant comme monteur sur des films britanniques. Bien qu'il ait trouvé un succès modeste en obtenant des crédits sur des thrillers à petit budget, son nom apparaissait rarement dans les publications professionnelles. Des interviews des années 1970 décrivent un homme satisfait de son métier mais nostalgique de la camaraderie de ses cohortes de jeunes vedettes. Il est décédé en 1996 à Surrey, en Angleterre, laissant derrière lui un héritage plus technique que théâtral. David Holt. Lorsque David Holt a livré ses répliques dans The Bowery à l'âge de 10 ans, les critiques ont salué sa facilité naturelle devant la caméra, le qualifiant de l'un des talents juvéniles les plus prometteurs de l'époque. Né à Los Angeles en 1927, Holt a rejoint la liste des acteurs enfants de MGM et est apparu dans des films tels que Madame Curie en 1943 et Song of Russia en 1944. Son intensité douce lui a valu d'être fréquemment en tête d'affiche, aux côtés de vedettes confirmées, et à l'âge de 14 ans, il était sous contrat pour plusieurs longs métrages à venir. Cependant, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'attrait de Holt s'est estompé. Le système des studios a orienté son attention vers les stars adultes et Holt s'est retrouvé en compétition avec une affluence de nouveaux venus. À la fin des années 40, il était distribué dans des rôles mineurs non crédités ou relégué au feuilleton radiophonique. Sa carrière cinématographique s'est effectivement arrêtée.
Sans un réseau de soutien solide ou des protections financières, il luttait contre l'instabilité. Des rapports des années 1950 indiquent des périodes de sans-abrisme dans le centre-ville de Los Angeles, où il aurait séjourné dans des maisons de passage entre des petits boulots comme voiturier. Malgré ces difficultés, Holt a maintenu des liens avec la communauté du spectacle, faisant du bénévolat dans des ateliers de théâtre pour jeunes et donnant occasionnellement des conférences sur ses premières expériences. Dans des interviews en fin de vie, il a réfléchi au passage brutal des suites de studio à la zone de grande pauvreté, avec un mélange de résignation et de gratitude pour avoir vécu un jour le rêve d'enfant. Il est décédé en 2003, ayant passé ses dernières années à encadrer des artistes en herbe. Mickey Rentschler. Peu de noms évoquent l'innocence de l'enfance, comme Mickey Rentschler, dont les performances dans les courts-métrages Our Gang ont charmé le public de l'époque de la Grande Dépression, avec son sourire tacheté de taches de rousseur et son énergie débordante. Né à Saint-Louis en 1928, Rentschler a rejoint Al Roach Studios à l'âge de 7 ans, apparaissant dans plus de 30 comédies en 2 bobines entre 1935 et 1938. Ses rôles de soutien aux côtés de Spunky Alfalfa et Buckwheat ont offert un soulagement comique pendant les temps difficiles, faisant de lui une figure incontournable des matinées du samedi matin. Lorsque la série a pris fin, Rentschler a trouvé la transition vers des rôles d'adultes presque impossible. Catalogué comme le gamin espiègle, il était ignoré pour les rôles d'adolescent. À la fin de son adolescence, il avait complètement quitté Hollywood, retournant au Missouri pour fréquenter le lycée et s'inscrire plus tard à l'Université du Missouri, avec une modeste bourse. Bien qu'il ait obtenu un diplôme en journalisme, Rentschler a eu du mal à trouver un emploi stable dans son domaine de prédilection. Les pressions financières l'ont conduit à exercer une série de métiers manuels, employer des postes, assembleur en usine et cuisinier, chacun offrant une sécurité, mais peu d'épanouissement personnel. Dans les années 1960, les journaux locaux ont rapporté son implication dans le théâtre communautaire, où il a dirigé des pièces pour enfants, retrouvant peut-être un fragment de son passé à l'écran. Pourtant, il n'est jamais revenu au cinéma ou à la télévision. Rentschler est décédé en 1998 après une brève maladie, rappelé affectueusement par les voisins comme un mentor aimable pour la jeunesse locale. Billy Halop. Hailey Halop dominait l'écran en tant que chef au franc-parler des Dead End Kids. Pourtant, hors écran, sa vie suivait un scénario très différent. Né à Brooklyn en 1920, le personnage débrouillard de Halop dans Dead End en 1937 et les films suivants de Warner Bros. Ont résonné avec le public de l'ère de la Grande Dépression. À 17 ans, il a signé un contrat lucratif qui l'a positionné comme l'une des principales stars juvéniles d'Hollywood. Cependant, le passage au rôle d'adulte s'est révélé difficile. À la moitié des années 1940, l'image audacieuse d'Halop se heurtait au goût évolutif de l'industrie. Après une série de rôles secondaires, il s'est engagé dans l'armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale, revenant pour découvrir que ses anciens collègues avaient avancé. Sans droit d'auteur, ses revenus se sont évaporés, et il a eu du mal à s'adapter au temps de paix. Dans les années 1950, Halop s'est réinventé en tant que chanteur de cabaret, puis comme aide infirmier dans un hôpital de Long Beach, gagnant un salaire stable mais loin du glamour du grand écran. Il a lutté contre l'alcoolisme pendant ces années, entrant et sortant des cliniques de réhabilitation. Malgré quelques apparitions à la télévision dans les années 1960, sa carrière n'a jamais retrouvé son élan. Les dernières décennies de Halop ont été marquées par le service public plutôt que par la performance. Il a fait du bénévolat dans des centres pour anciens combattants et a encadré des jeunes en difficulté, s'appuyant sur ses propres expériences pour guider les autres. Lors de son décès en 1976, les nécrologies ont mentionné son héritage de Dead End, mais ont mis l'accent sur son travail humanitaire ultérieur. Le garçon qui conduisait autrefois une bande de racailles à l'écran a terminé ses jours à s'occuper des plus vulnérables, témoignage des chemins imprévisibles que les enfants stars empruntent souvent. Bobby Henry. À seulement 12 ans, Bobby Henry a obtenu l'éloge à Cannes pour sa performance poignante dans The Fallen Idol en 1948, le plaçant parmi les jeunes talents les plus brillants du cinéma d'après-guerre. Né à Paris de parents américains en 1939, Henry a été repéré pendant des vacances avec sa famille et a été choisi pour jouer aux côtés de Sir Ralph Richardson dans le drame de Carol Reed. Sa performance nuancée, capturant à la fois émerveillement et désillusion, a conduit à des interviews dans Sight and Sound et à une offre de contrat d'un grand studio britannique. Pourtant, les fardeaux de la célébrité précoce pesaient lourdement sur Henry. Il a complété seulement quelques films supplémentaires avant de se retirer de la comédie à 16 ans pour se consacrer aux études. Des bourses d'études l'ont conduit à Oxford où il a étudié la philosophie et a ensuite obtenu un doctorat en littérature. Bien qu'il ait donné des conférences dans des universités et publié des essais sur la théorie du cinéma, il restait hanté par les souvenirs de sa célébrité d'enfance. Des conditions de vie précaires dans la vingtaine, une colocation étudiante, des chambres louées dans les théâtres en marge de Londres, contrastaient fortement avec les premières sur le tapis rouge qu'il avait connues enfant. Le soutien financier de sa famille s'amenuisait et il occupait des emplois de tuteur à temps partiel pour joindre les deux bouts.
Malgré ces défis, Henry Spear Gam Kurtz a parlé avec tendresse de son bref passage devant la caméra, le qualifiant de cadeau d'enfance et de boussole de vie. Ces dernières années, il a adopté une vie plus tranquille dans les régions rurales de l'Écosse, écrivant des mémoires et guidant de jeunes chercheurs. Bien que sa carrière à l'écran n'ait duré que quelques années, sa performance dans The Fallen Idol reste une référence en matière d'interprétation enfantine, son héritage étant transmis par les historiens du cinéma et les cinéphiles. Jackie Coogan. Peu de stars enfants ont souffert d'exploitation aussi profondément que Jackie Coogan, dont la montée fulgurante sous l'aile de Charlie Chaplin dissimulait un avenir rempli de trahison et de batailles juridiques. Né à Los Angeles en 1914, Coogan a été sorti de l'obscurité à l'âge de 4 ans pour jouer le rôle du célèbre vagabond dans Le Kid en 1921. Son visage rayonnait sur les marquises de théâtre du monde entier et à l'âge de 10 ans, il gagnait l'équivalent de plusieurs millions de dollars d'aujourd'hui. Pourtant, en coulisses, les revenus de Coogan ne furent pas versés dans une fiducie, mais directement dans les coffres de ses parents. Lorsque Coogan a eu 18 ans, il a découvert que presque la totalité de ses 4 500 000 $ avait disparu. Sa mère et son beau-père avaient dépensé sa fortune en voitures de luxe, en biens immobiliers et en extravagances personnelles. Le choc de la ruine financière, combiné à la perte de son identité enfantine, a propulsé Coogan dans des années de petits boulots et de vie itinérante. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il s'est engagé dans l'armée américaine, servant en Afrique du Nord et en Europe, où ses lettres décrivaient des quartiers exigus et des files d'attente pour les rations, bien loin de l'opulence d'Hollywood. Après la guerre, Coogan a tenté de reconstruire sa carrière, décrochant de petits rôles au cinéma et travaillant dans les circuits de vaudeville. En 1938, il a témoigné célèbrement devant la législature de Californie, ce qui a conduit à l'adoption de la loi Coogan, qui imposait qu'une partie des gains des enfants artistes soit mise de côté en fiducie. Bien que cette victoire légale ait assuré des protections pour les générations futures, elle est arrivée trop tard pour restaurer la jeunesse perdue de Coogan. Il a ensuite trouvé un emploi stable en tant qu'oncle fétide dans la série télévisée La Famille Addams entre 1964 et 1966. Mais ses premières années de trahison et de difficultés financières ont laissé des cicatrices indélébiles. George Spanky McFarland. En tant que chef angélique de Our Gang, George Spanky McFarland semblait destiné à une gloire éternelle. Mais ses années post-enfance racontaient une histoire bien différente. Né à Dallas en 1928, McFarland a rejoint les populaires courts-métrages comiques à l'âge de 3 ans et est rapidement devenu le visage d'une génération, apparaissant dans plus de 70 épisodes lorsqu'il a quitté la série à 10 ans. Malgré sa célébrité, les contrats de studio n'offraient pas de redevances, et les gains de McFarland se sont évaporés sous la mauvaise gestion parentale et les dépenses de vie élevées. À l'adolescence, McFarland trouva peu de rôles adaptés à son personnage iconique. Dans les années 1950, il s'était inscrit à l'Université de Californie du Sud, mais il avait des difficultés sur le plan académique et financier. Il travailla comme animateur de nightclub et servit ensuite dans l'armée de l'air américaine, stationné à l'étranger où les lettres aux proches parlaient de baraquements exigus et de repas rationnés. À son retour, il tenta un retour sur la scène du vaudeville, mais découvrit que le public s'était tourné vers de nouveaux visages. La précarité financière poussa McFarland à prendre un emploi de chauffeur de camion dans les années 1960, transportant du fret entre les États pour joindre les deux bouts. Il refaisait parfois surface lors de conventions de fans, signant des autographes de moments photographiés de sa jeunesse. Mais ses apparitions ne rapportaient qu'une compensation modeste. Lorsqu'il est mort d'une crise cardiaque en 1993 à l'âge de 64 ans, les nécrologies n'ont rappelé son sourire espiègle mais ont rarement mentionné les années passées à décharger les quais et les couchettes. Son histoire souligne comment même les enfants stars les plus aimés peuvent sombrer dans l'oubli une fois les crédits terminés. Jackie Moran. Le charme de garçonnet de Jackie Moran dans les films du début des années 1930 cachait une vie de précarité financière et d'obscurité. Né en 1923 à Kansas City, Missouri, Moran a commencé à jouer à l'âge de 8 ans, apparaissant dans plusieurs courts-métrages de Our Gang avant de passer à des rôles mineurs dans des films comme Little Women en 1933. Malgré un travail régulier pendant ses années préadolescentes, Moran recevait seulement un salaire hebdomadaire sans provision pour des gains futurs. Après son dernier film à l'âge de 14 ans, les perspectives de Moran s'assombrirent. Il retourna à l'école publique, mais trouva l'adaptation difficile. Ses camarades ne le connaissaient que comme « ce gamin des films ». Pour subvenir à ses besoins, Moran prit des emplois comme commis de stock, surveillant de parking, et finalement comme travailleur dans un entrepôt de Kansas City. Les interviews des années 1960 relatent sa fierté pour le travail honnête, mais son comportement trahissait souvent une nostalgie pour les applaudissements qu'il avait quittés.
L'insécurité financière a conduit Moran à vivre dans des pensions bon marché, où le loyer absorbait la majorité de ses modestes revenus. Dans les années 1970, les journaux locaux ont noté son travail bénévole dans des centres pour jeunes, enseignant aux enfants les bases du théâtre, un retournement de rôle par rapport à sa propre éducation négligée. Il ne s'est jamais marié, ni n'a eu d'enfants, consacrant ses dernières années au service communautaire plutôt qu'au gain personnel. Lorsque Jackie Moran est décédé en 1991, les nécrologies et les Kansas City Journals ont célébré ses premières contributions au cinéma, mais ont passé sous silence ses décennies dans l'anonymat du travail. Sa trajectoire de jeune acteur à ouvrier d'entrepôt met en évidence la précarité d'une célébrité précoce sans protection à long terme. Jackie Earle. La petite stature de Jackie Earle et sa grande présence ont fait de lui un personnage mémorable dans les comédies Our Gang. Pourtant, son âge adulte s'est déroulé loin du grand écran. Né en 1927 à Santa Monica, Californie, Earle a rejoint la série à l'âge de 6 ans, apparaissant dans plus de 20 courts-métrages entre 1933 et 1937. Les contrats de studio offraient le gîte et le couvert, mais pas de plan d'épargne, et à l'âge de 11 ans, sa carrière était effectivement au point mort. Earle avait du mal à trouver des rôles adaptés à son apparence unique. Les directeurs de casting ne voyaient que le garçon tacheté de rousseur qui, autrefois, poursuivait les espiègleries de la bande. Il s'est brièvement tourné vers le travail à la radio, prêtant sa voix à des rôles mineurs dans des drames policiers, mais la rémunération était irrégulière et insuffisante. À la fin de son adolescence, Earle vivait dans un appartement partagé avec d'anciens acteurs enfants, mettant en commun des ressources minimes pour payer le loyer et les services publics. Dans les années 1950, il a pris un travail en usine assemblant des pièces d'avion à Long Beach, où le salaire stable offrait une sécurité mais aucun débouché créatif. Ses collègues se souviennent de sa présence discrète dans l'atelier, dessinant souvent des visages de mémoire pendant les pauses. Les tentatives de relancer sa carrière d'acteur dans des troupes de théâtre locales ont été saluées, mais n'ont abouti à aucun contrat professionnel. Les dernières décennies d'Earle ont été marquées par la frugalité et la solitude. Il ne s'est jamais marié et a vécu seul dans un appartement modeste, ses murs ornés de photos de sa jeunesse. Lorsqu'il est mort de cause naturelle en 2000, une poignée d'amis et d'anciens costards ont assisté à une cérémonie privée. Juanita Keighley. Dans les derniers jours du cinéma muet, la toute petite Juanita Keighley a illuminé le grand écran avec une innocence angélique, apparaissant dans des films tels que Les Périls de Pauline en 1914. Née à Los Angeles en 1911, elle est rapidement devenue une figure incontournable du cinéma des débuts. Ses grands yeux et ses expressions plaintives captivant le public avant même qu'elle puisse parler. Les dirigeants de studio la saluaient comme la prochaine Shirley Temple. Pourtant, l'infrastructure pour protéger et soutenir les jeunes artistes était pratiquement inexistante. Les expériences de Keighley sur le plateau étaient marquées par de longues heures, sous un éclairage intense, avec peu d'accommodation pour son jeune âge. Lorsque sa popularité a diminué à la fin des années 1910, elle a été discrètement libérée de son contrat. Sa famille, manquant de planification financière et de conseils juridiques, a eu du mal à s'adapter. À l'adolescence, Keighley s'était retirée dans une école catholique, cherchant le réconfort dans la vie religieuse, loin des exigences d'Hollywood. En quittant le couvent au début de la vingtaine, elle fut confrontée à un monde qui ne reconnaissait plus sa célébrité d'enfant. Les perspectives d'emploi étaient rares. Les studios n'avaient pas de place pour les anciennes stars de l'ère du cinéma muet à l'époque du parlant. Keighley travailla dans des usines et comme couturière pour survivre, son nom presque oublié du public. Des retrouvailles occasionnelles avec d'anciens costards offrirent de brefs moments de nostalgie, mais elles ne pouvaient pas effacer des années de difficultés économiques. Dans les années 1950, Keighley vivait dans un appartement modeste à la périphérie de Los Angeles, subsistant avec une petite pension et la gentillesse des bénévoles de l'église. Sa vie, autrefois illuminée par les flashs des caméras et le courrier des admirateurs, s'est installée dans des routines tranquilles. Leonard Landy. Sous les projecteurs des Dead End Kids, Leonard Landy se tenait parmi une bande de gamins des rues des brouillards. Pourtant, ces années suivantes seraient marquées par une bataille loin du glamour d'Hollywood. Né en 1925 à Los Angeles, Landy a rejoint la troupe à l'âge de 9 ans, son énergie débrouillarde lui valant des rôles secondaires dans des films comme Little Tough Guy en 1938. Alors que les Dead End Kids se fragmentaient en diverses dérivations, Landy a eu du mal à décrocher des rôles d'adultes. La camaraderie sur le plateau ne s'est pas traduite par des opportunités après-guerre. Les studios avaient peu d'usage pour les anciens enfants acteurs. Dans les années 1950, Landy était hors écran, enchaînant des petits boulots et luttant contre l'alcoolisme. Les interviews des années 1970 dressent le portrait d'un homme hanté par les souvenirs des applaudissements et de la camaraderie. Les dossiers officiels mentionnent quelques arrestations pour ivresse publique, mais peu de détails subsistent. Des amis de sa jeunesse se souviennent l'avoir vu faire la manche sur Hollywood Boulevard, une photo fanée des Dead End Kids glissée dans la poche de son manteau. À sa mort en 1979,
Son décès n'a pas été rapporté dans la presse spécialisée. La camaraderie qu'il partageait à l'écran s'est évanouie dans l'isolement, laissant un nom plus connu pour ses luttes que pour son étoile. Si leurs histoires vous ont touché, cliquez sur j'aime et abonnez-vous pour entretenir leur héritage. Partagez cette vidéo pour susciter des conversations sur le prix caché de la célébrité.